soir à tous. C'est à l'appel du Père Jean-Marie, Maman Christelle, Christelle Ancel, Samuel Boussina, Serge Bernard, Rotin Marie-Louise, Max, Aïko Gina, Moussa Chaïko Alain, Rocky Liz, Jérémy, absent. Hervé Kouzala François, présent. Samuel Olivier, Léon Catherine, absente. Sinara Rabbi. Eugène Dominique, absent. Café épouse aux anges 7. Maman Rodrigue. Présent. Tomé Olivier. Présent. Aléco épouse Joie Monique, absent. Claudien. Arthur Victor, absent. Namoutania, absente. Edwige Charlie, absent. Malou Mounet, absent. Thomas Michel, absent. Michael Alexina, absent. Maria Jacques, absent. Donc, le jour du matin, sont occupés de travaux. Je demandais d'abord aux collègues de mon regroupement à l'habillement de agricole PNR. Merci. Agricole, vous avez expliqué le 20 juillet, le conseil municipal les drapeaux sont en paix jusqu'à 2 paix. Et après ce conseil, le collègue à l'école de place. Ça a été le moment difficile pour nous. Je propose que la salle des élus porte le nom d'être une pensée permanente. Ouais. Le papier à Conseil, avec qui, avec le travail de plusieurs mots. Merci, monsieur. Mesdames, Messieurs, chers collègues élus du Conseil municipal, Mesdames, Messieurs du public, il me revient l'honneur de prononcer quelques mots en hommage à notre collègue Nicole Péguerre. Au nom du Conseil municipal, de la majorité municipale, je voudrais rendre hommage d'abord à cette femme, cette mère, qui, comme toutes celles d'ici et d'ailleurs, ont pris après le corps le challenge d'élever leurs enfants dans le respect des règles et des personnes, dans le respect du savoir-vivre, du respect de tout, avec fermeté et rigueur, mais avec amour, afin, comme on ne peut pas faire si nous n'ayons méchanceté, comme on ne peut pas nous aller par le temps. Je voudrais rendre hommage à cette femme qui a su, avec force et abnégation, se construire une situation sociale pour améliorer le sort de la famille. Elle passera le diplôme d'aide-soignante, puis va poursuivre
et sera aura le diplôme de formateur elle-même. Je voudrais rendre hommage à cette femme qui voit la 10 ans pour la présidence de l'association L'Étoile du Bonheur, association de musulmans, avec pour objectif d'atteindre les plus hauts sommets avec l'association. L'année 2005 verra l'atteinte de cet objectif. Nous devons relever l'exploit pour une femme dans un milieu où les femmes sont certes nombreuses, mais jouent les second rôles. C'est d'abord les hommes qui jouent le rôle principal. Mais c'est donc avec sérieux, engagement, rigueur, qu'elle arrivera en 2025 à conduire l'Étoile du Bonheur en haut de tous les classements des challenges de nature. Pour exemple, au classement par points, l'Étoile du Bonheur sont première du classement des clubs de musulmans avec 213 points. Le deuxième club, le Soleil Levant de Saint-François, arrive avec 125 points seulement. Donc, un milieu d'hommes va diriger une association avec maestria. Avec Annie en responsabilité, je disais, nous avons tenu à la même commission, la commission culture, sport, vie associative et patronale. C'est avec elle que j'ai commencé et réalisé la rencontre de toutes les associations de la commune, quelle que soit leur situation, afin de comprendre un peu à quel état ces associations étaient. Ces rencontres nous ont permis de nous rendre compte que les associations fonctionnent de la commun, la grande majorité fonctionnaient par habitude, et que, en fait, elles attendaient un projet, une boucle pour leur permettre d'évoluer. Et c'est un peu dans ce sens-là, à travers nos échanges, nous avons retenu l'idée d'organiser en janvier 2023 le séminaire des associations où il s'agit de nous rencontrer, d'échanger, de permettre aux associations de comprendre quels étaient les partenaires de la collectivité et que les rapports qui devaient guider nos échanges devaient être d'abord le respect de chacun, le respect des missions de chacun, le respect du rôle de la municipalité et la municipalité elle-même, le respect qu'il devrait avoir vis-à-vis d'elle. Donc, c'est une collègue qu'il faut savoir. Moi, j'aime dire que nous avions un problème, nous l'avons toujours, c'est un problème de savoir où héberger les associations de l'école. Nous avons dû héberger 4 associations à l'ancienne cantine scolaire, la salle Léonie Lambert. Nous avons eu des échanges, elle m'a dit, mais comme on ne peut pas donner une salle à chaque association, eh bien on va partager. Et c'est ainsi que nous avons, avec les 4 associations, mis en place un planning où chaque association a ses créneaux horaires et ses jours où on peut utiliser la cantine scolaire. C'était donc qui a inspiré cette organisation du rapport entre associations et ceux de la cantine scolaire. Mes chers amis, mesdames et élus, je crois que c'est une personne presque, on dirait, on n'arriverait pas parce qu'elle parle pas beaucoup. Mais quand il s'agit de réfléchir et de prendre une décision, j'ai tourné sur elle. Voilà un peu l'image que je rencontre dans notre réunion. Et je me permets de dire que je souscris totalement à la proposition du maire de lever la salle des élus. Merci, cher collègue. Alors, il faudrait imprimer cette intervention et la lecture. Maintenant, on l'accueille, Jacques aussi.
Bonsoir, chers collègues, merci Monsieur le maire. Donc, je vais vous faire un petit rappel de la réglementation applicable. En application des dispositions de l'article 270 du code électoral, il y a lieu pour Monsieur le maire de déclarer la vacance des postes de Madame Anne-Claude Péréa-Lagon. En effet, ces dispositions sont applicables pour les communes de 3500 habitants et plus, dans le cas de remplacement de conseillers municipaux pour toute autre cause que l'annulation de leur élection. Ainsi, au terme de l'article 270 alinéa 1 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient alors vacant pour quelque cause que ce soit. La cessation définitive du mandat concerné a donc pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ce dernier soit préalablement installé ni n'accepte d'exercer le mandat de conseiller municipal. Le remplaçant n'a pas obligation d'être du même sexe que le conseiller décédé. Monsieur le maire doit donc convoquer l'intéressé à toutes les séances ultérieures, sauf si il ou elle renonce de manière expresse. C'est ainsi donc que Monsieur Jacques Grandien a été convoqué donc aujourd'hui à ce présent conseil et qu'il a été invité donc à prendre place autour de la table du conseil. Jacques, le conseil municipal pour lui est ravi de t'accueillir et te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci, Jacques. Ça nous magnifique. Vous venez au seul conseil à faire. Nous méditons avant les élections. Mais après, tu es là avec nous. C'est très important. Hommage aux décédés. Allez. Pas de Bien, alors, effectivement, je suis conseiller municipal, je vois que nous, nos amis, parents, entre deux conseils, on rejoint, comme on dit, l'honneur. Et après l'intervention j'ai une petite distanciée là qui m'a parlé, qui disait que la mort du ministère est bien faite. Sincèrement, on a parlé du merveilleux. Je close ma lecture avec Madame Banco Justina Coulon. Monsieur Bozo Marius Joël, Madame Claire-Jean Louis Lino Charles Françoise, Monsieur Poulier Alex Maxime, Madame Gila Darlin Chimou Floël, Madame Ismanuel Henriette Gauthier, Monsieur Lumon Sainte-Marie Louis, Madame Loulange Veuve Montpierre Anne Ambroise Guémat, enfant Répi Despuches Hélène Leslie, Monsieur Rival Benoît Joseph, Monsieur Tavus Dominique Joas, Monsieur Topni Atlas Paul Juliette, Madame Fuenba, épouse Daryl Huguette, Madame Weber, Monsieur Weber Henri Haché, Madame Technique Yvette Raoul, Monsieur Coupon Jules, Monsieur Nassau Donna Joseph, Madame Donna Josine, Madame Rose Evelyne
Zos Marie, Monsieur Forel Victor Bordeaux, Madame Péri Anaya Bon à l'école, Monsieur Oumbo Marouzi, Monsieur Petit, Monsieur Benga Isidore Juste, Madame Ribert Edina, Romélia, Vilfrida Cerizet. J'espère que si entre-temps il y a des noms qui ne sont pas sur cette liste, ce sera nous comme chaque fois au prochain conseil municipal. Donc, nous voilà par la rue. Je vous demande de venir nous recevoir. Merci pour eux. Le procès verbal a été transmis à chacun. Est-ce qu'il y a des remarques, observations, réserves? Si pas dit, on passe au voix, qui s'abstient, qui vote contre. Le PV est adopté à l'unanimité. Deuxième point, alors, installation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, je rappelle que nous avons eu ici même une réunion avec le sous-préfet, le procureur de la République, le chef de la gendarmerie, de la police, le principal du collège, le proviseur du lycée, les pompiers, l'ensemble des concernés ainsi que les AS, l'école, la foncière, on a pu vous expliquer ça comment. Bonsoir à tous. En 62, installation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD. La loi 2021-646 du 23 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a codifié le nombre d'habitants au-delà duquel les communes sont dans l'obligation de mettre en place un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ces conseils doivent désormais être créés dans les communes de plus de 5 000 habitants. Présidé par le maire, le CLSPD constitue le cadre de concertation privilégié sur les priorités de lutte contre l'insécurité et la préservation de la délinquance. Le CLSPD favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions qui organisent leur politique privée concernée et peut définir les objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. Il est composé du préfet et du directeur de la République, du président du conseil départemental ou de son représentant, des représentants des services de l'État désignés par le préfet, des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, de l'action sociale et des activités économiques. Sa composition est fixée par arrêté du maire conformément aux dispositions prévues à l'article 2
132-8 du Code de la sécurité intérieure. Depuis 2024, et notamment tout au long de l'année 2025, les services de la police municipale de Port-Louis ont collaboré étroitement avec les services de la gendarmerie. Un volet important de cette collaboration concerne particulièrement les établissements scolaires et visait notamment à instaurer un dialogue constant pour identifier rapidement les problématiques spécifiques et y apporter des réponses adaptées. Le 25 novembre 2025, une séance de travail préparatoire à la mise en place de l'instance a eu lieu en ligne avec les services de l'État, les bailleurs sociaux du territoire, les chefs d'établissement scolaire, la PJJ, le rectorat, le CEF, la PAPEC, la gendarmerie, la police municipale et les élus pour poser, partager le diagnostic local de sécurité, discuter des groupes de travail à partir des programmes d'action à prioriser. Le vendredi 13 février 2026 à 10h30, en présence de l'ensemble des partenaires, du préfet et de la procureure, il a été procédé à l'installation du CLSPD de Port-Louis, à l'adoption de son règlement intérieur et de la charte de déontologie pour l'échange d'informations dans le cadre du CLSPD. Ainsi, vu la loi 2017-297 du 5 mars 2017 relative à la prévention de l'enfance, la loi 2021-642 du 25 mai 2021 de la sécurité locale qui se rend de liberté, vu les articles 132-4 et D-132-7 et suivants du Code de la sécurité intérieure, vu l'adoption du règlement intérieur en séance plénière du 13 février 2026, vu l'adoption de la charte déontologique pour l'échange d'informations dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune de Port-Louis, séance plénière du 13 février 2026, considérant les objectifs prioritaires et orientations retenues pour 2026 et 2027, le Conseil municipal après échange et débat a créé le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune de Port-Louis, a autorisé M. le maire à arrêter la liste des membres de cette instance et les convoquer aux réunions et groupes de travail afférents. Merci. On voit très bien que le CLSPD, là où il n'y a pas d'émigration du conseil municipal, il peut pas y avoir de CLSPD. C'est une à partir d'aujourd'hui, on a eu la réunion technique où on a validé ce genre de choses, mais officiellement, le CLSPD sera mis en place à partir d'aujourd'hui et nous transmettons à la sous-préfecture ainsi qu'au procureur de la République. Question vraiment observative. Mais si ça dit nous regardez nous, ils s'abstiennent, qui votent contre à l'unanimité des présents. Pour une conversation foncière, ça a été une priorité de la commune pour notre propriétaire, les actes Bernard, Torah et Kat. Merci, bonsoir, chers collègues. Session foncière à Madame Joseph Hugo, zone de la structure d'accueil. Madame Hugo Joseph, propriétaire de la parcelle cadastrique section A au numéro 569, 6 à la rue Paul Sifeux, sollicite la collectivité pour la cession d'une emprise qu'elle occupe depuis de nombreuses années, intégrée dans la voirie communale AO 943. Madame Hugo a pris la tâche du cabinet Simon et associé géomètre expert pour le détachement de cette partie qu'elle occupe. Il s'est engagé à payer les frais liés à cette opération de bornage. Le plan brisé après intervention géomètre mentionne une emprise d'une contenance de 110 m² issue de la division de la AO 943. Ainsi, la sortie d'un bien du domaine public communal
est conditionné d'une part à une désaffectation matérielle du bien et d'autre part à une délibération du conseil municipal constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. Par ailleurs, l'évaluation des services de France Nouvelle, datée du 10 février 2026, fixe le montant de cession à 5 374 € après abattement de 50% pour encombrement et une valeur assortie d'une marge d'appréciation de 20% de montant minimal de 4 299 €. Compte tenu des dépenses engagées par Mme Ilmo Josette, il est proposé une cession à 4 299 €. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le plan local d'urbanisme, considérant le plan de détachement joint à la présente et établi par le géomètre à la demande de Mme Hugo, considérant que la commune de Port-Louis est propriétaire de la parcelle de 110 m² issue de la division de la parcelle cadastrale section AO numéro 943, située rue Paul-Sifeux et relevant du domaine public communal, considérant que la parcelle non bâtie issue de la division de la parcelle AO numéro 943 correspond à un fonds de jardin de la propriété 6 rue Paul-Sifeux et n'est pas affecté à l'usage direct du public. Considérant la nécessité de constater la désaffectation de cette parcelle telle qu'identifiée par le projet de détachement et de prononcer son déclassement du domaine public communal afin de pouvoir donner suite à la demande d'acquisition de Mme Josette Hugo. Le conseil municipal est invité, après échange et débat, à constater la désaffectation de la parcelle de 110 m² telle qu'identifiée sur le plan de détachement et issue de la division de la parcelle cadastrale section AO numéro 943-6 rue Paul-Sifeux. Prononcé de la parcelle de 110 m² telle qu'identifiée sur le plan de détachement et issue de la division de la parcelle cadastrale section AO numéro 943-6 rue Paul-Sifeux pour une incorporation pour le domaine privé communal. Valider le prix de cession proposé à hauteur de 4 299 €. Merci, Robert. Valider le prix de cession proposé à hauteur de 4 299 €. Autoriser M. le maire à signer tous les documents afférents à cette opération. Alors, point 4, cession foncière à Mme Sophie Marbeuf, rue Ernest Mar. Par courrier daté du 13 février 2026, Mme Sophie Marbeuf, propriétaire de la parcelle AM 377, 6 rue Estamarlé, sollicite la collectivité pour la cession de l'eau située à l'arrière de son terrain, rue Ernest Marc, sur lequel existe une case en oui photojointe. Ce lot est intégré dans un grand ensemble cadastré AM 376-386 appartenant à la commune. Titre de propriété, cession état des Merci. Alors, ce lot ce lot est intégré dans un grand ensemble cadastré AM 376-396 appartenant à la commune.
titre de propriété, c'est sur l'état des 6 du 3 septembre 2016. Madame Sophie Marbeuf a désigné le cabinet Simon et associé géomètre expert pour le détachement de cette entreprise issue de la division des parcelles AM 376 386. Le plan de l'essai, après intervention du géomètre, fait ressortir une surface de 105 mètres carrés issue des parcelles AM 376 386. La vie des domaines, en date du 13 mars 2025, fixe une valeur médiane de 85 € le mètre carré et une valeur assortie d'une marge d'appréciation de 10% de 76,50 €, de 76,50 € le mètre carré. Ainsi, le prix de cession est proposé comme suit. Après déduction des frais de bordage, soit 107 mètres carrés multiplié par 76,50 moins 1573,26 €, ce qui fait un total de 6 459,24 €. Ainsi, plus le code général des collectivités territoriales, plus l'article L2140-1 du code général de la propriété des personnes publiques, plus le plan local d'urbanisme, considérant la vie de domaine, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à valider une session du lot numéro 1 issue des parcelles AM 376 386 d'une contenance de 105 mètres carrés au prix de 6 459,24 €. Autorisé Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette opération. Ok. Alors, question pour c'est parti. Et alors, d'une part, je vais plutôt, nous avons la structure d'accueil qui vote compte, qui s'abstiennent, validé à l'unanimité. Sophie Marbeuf, structure REDS de Mars, qui vote contre, qui s'abstiennent, validé à l'unanimité. Sauf Olivier David. Voilà, bonsoir. Donc, régularisation. Depuis 1985, en représentant les différents liquidateurs judiciaires auprès des notaires et des collectivités, l'agence Sprinto organise des sessions de parcelles de la société anonyme de visite de report et de sommes pour les occupants. Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL AG Associée, située au 97 de Boutier, en qualité de liquidateur amiable de la somme, avec pour mission de représenter la somme et de poursuivre les opérations de liquidation dans le cadre de la dissolution de la société. C'est dans ce cadre qu'ayant un reliquat de parcelle avec de la commune, Sprinto a sollicité les services de la commune de Bordeaux. Le liquidateur AG Associé ainsi que la Sprinto ont rencontré plusieurs fois la collectivité afin de lui proposer d'acquérir l'ensemble des parcelles invendues à ce jour. La volonté du liquidateur est de clôturer ce dossier qui dure depuis des décennies. L'acquisition des parcelles serait bénéfique pour le développement de la commune, en aménagement et sauvegarde des sites. Pour l'heure, 2 sessions ont été validées par le conseil municipal. Délibération numéro PLV 24-72-74 du 20 décembre 2024. Après négociation, compte tenu du prix des domaines à 40 € le mètre carré, il convient de valider le 3e tableau de cession arrêté au prix de 6 € le mètre carré, parcelle en zone constructive U, et 0,60 centimes, 0,60 € pour les parcelles en zone agricole A. Le tableau a été joint à l'annexe. Ainsi, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'urbanisme, considérant la liquidation de la somme, considérant les propositions du liquidateur et l'offre du vendeur, le conseil municipal est invité, après échange et débat, à se porter acquérant les parcelles
figurant au tableau 3, joint, pour un montant de 7, du tableau 3, joint, pas 3 joint, pour un montant de 773 € 491, au lieu des plus de 4 millions initialement estimés, et de mettre à jour la liste du patrimoine foncier et bâti communal. Ok, vous aurez compris qu'il y a une manipulation pour de négocier et voyer la négociation, c'est les deux parties. Bon, nous verrons et comme nous faisons prêt à arrêter, donc vous avez là ça pour payer ce et la somme. Et on a qui s'affiche qui va encore valider à l'unanimité. Et on a la gamme. Régularisation foncière, secteur de l'élevage à Gabon. Par les délibérations numéro PLV 15-12-58, en date du 18 décembre 2015, le Conseil municipal a voté la cession de la parcelle AE numéro 321P, lot numéro 4, cadastré actuellement AE 626, d'une contenance de 800 m² au profit de Madame Nagama Chantal. Jusqu'à ce jour, Madame Nagama Chantal n'a pas régularisé sa situation auprès du notaire en charge du dossier de régularisation de la zone de Bellevue. Mais pas au courrier daté du 6 février 2026. Elle a fait connaître à la collectivité son désistement au profit de son fils, Nagama Janik Daniel. Ainsi, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'urbanisme, considérant la demande de Madame Nagama, le conseil municipal est invité après échange de débat à abroger la délibération numéro PLV 15-12-58 portant cession foncière au profit de Madame Nagama Chantal. Effectuer un transfert de cession au profit de M. Nagama Janik Daniel, parcelle AE 686, issue AE 321 d'une ordonnance de 800 m². Alors, on rappelle quand même que ça peut être contesté par les autres enfants. Mais c'est volontairement nous respecter, mais tous les autres, si vous m'avez contesté. Bien, qui s'observent, qui votent contre, valider à l'unanimité. Alors ensuite, réhabilitation dans le secrétaire d'école. Ancien secrétaire d'école qui en bas, il y a. Alors, pour le bas, Gina. Bonsoir à tous. Réorientation des plans de financement des opérations suivantes. La réhabilitation de l'ancien crédit agricole en vue de créer l'hôtel de police municipale rez-de-chaussée. Lors de sa séance du 10 octobre 2024, le conseil municipal avait validé le montage du projet de réhabilitation du crédit agricole qui incluait au rez-de-chaussée la police municipale et à l'étage un espace de travail partagé. Le plan de financement global relatif à la réhabilitation du bâtiment prévoyait un montant de 1 92 400 € pour la réhabilitation du bâtiment finançable sur la mesure TA 5.1.4, réhabilitation physique et sécurité des espaces publics du programme FEDER. 339 000 € pour l'espace de travail partagé
finançable la mesure TA1.1.1.3, accompagnement aux investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement supérieur public directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche du programme FEDER. Cependant, la stratégie mise en place pour la gestion des financements européens par le service gestionnaire, l'axe 5 du FEDER, prévoit un service en réserve 3 millions d'euros par communauté d'agglomération, les projets prioritaires ayant d'ores et déjà été retenus à l'échelle de l'agglomération du Nord-Nanterre nous conduit à revoir notre axe de financement en privilégiant un autre axe et de nouvelles mesures. D'autre part, notre dossier ayant été déposé, récépissé de dépôt faisant foi, nos dépenses sont d'ores et déjà potentiellement éligibles. L'appel d'offres a d'ailleurs été lancé et les travaux sont en cours. D'autre part, à la suite des résultats des appels d'offres, il est opportun d'actualiser les montants des dépenses en y introduisant notamment les coûts de prestations prévus initialement en option, voire bilan financier joint. Le poste de police nécessite exclusivement des travaux d'agencement du rez-de-chaussée, équipement communal de sécurité. Son aménagement n'est pas éligible au type des fonds européens. Son plan de financement actualisé est le suivant. Études opérationnelles, 32 000 euros hors taxes, travaux, 234 573 euros hors taxes, frais de gestion opérationnelle, 42 500 euros hors taxes, total dépenses, 309 073 euros hors taxes. Ainsi, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro PLV 23-12-92C, réhabilitation de l'ancien crédit agricole, considérant le prédépôt du dossier en date du 15 février 2024, considérant la préinstruction, la réorientation vers le FEDER et le nouveau positionnement stratégique. Le conseil municipal, après échange de débat, a autorisé le maire à solliciter l'État au titre de la DETR, du FIP et du FIST pour le projet d'aménagement au rez-de-chaussée de l'ancien crédit agricole des locaux de la police municipale. Valider le plan de financement suivant, études opérationnelles, 32 000 euros hors taxes, travaux, 234 573 euros hors taxes, frais de gestion opérationnelle, 42 500 euros hors taxes, total dépenses, 309 073 euros hors taxes. État, 40%, 123 629 euros 20 hors taxes, commune 60%, 185 443,80 euros hors taxes. D'inscrire les dépenses et recettes afférentes au BP 2026. Merci. Alors, c'est le rez-de-chaussée. Alors, c'est ça des comptes, mais apparemment, la police a dit que pas des comptes. Ça va tout cailler. Alors, il y aura pas de bien au milieu. Bon. Question revenant la si pas dit, on va le voir, il s'abstient, il va prendre papier à l'unité. Max. Pour vérifier les qualités de police. C'est du bas niveau, c'est mécanique. Donc, la réhabilitation de l'ancien crédit agricole, en plus de créer l'espace pour revivre.
Je reprends tout, la réhabilitation de l'ancien pays agricole en vue de créer l'espace pour eux. Lors de sa séance du 10 octobre 2024, Espace partagé. oui, mais c'est ça qu'a dit. Lors de sa séance du 10 octobre 2024, le conseil municipal avait validé le montage de projet de réhabilitation du crédit agricole qui incluait au rez-de-chaussée la police municipale et à l'étage un espace de travail partagé. Le plan de financement global relatif à la réhabilitation du bâtiment prévoyait un montant de 1 412 400 € pour la réhabilitation du bâtiment finançable sur la mesure du TAS 5.14. Réhabilitation physique et sécurisée des espaces publics du programme fédéral. 339 000 € pour l'espace de travail partagé finançable à mesure TEA 1.1 du programme fédéral. Accompagnement, investissement dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement supérieur public, directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche. Cependant, la stratégie mise en place par la gestion de financement européen et par le service gestionnaire, l'axe 3 du fédéral prévoit en réserve 3 millions d'euros par communauté d'agglomération. Les projets prioritaires ayant d'ores et déjà été retenus à l'échelle de l'agglomération du Nord-Ouest nous conduit à revoir notre axe de financement en privilégiant un autre axe de nouvelles mesures. D'autre part, notre dossier ayant été déposé récépissé du bureau de l'emploi, nos dépenses sont d'ores et déjà potentiellement éligibles. L'appel d'offres a d'ailleurs été lancé et les travaux sont en cours. D'autre part, à la suite des résultats des appels d'offres, il est opportun d'actualiser les montants des dépenses en y incluant notamment le coût des prestations prévues initialement en option. Le projet d'espace de travail partagé comprend les travaux de réhabilitation et de viabilisation du bâtiment existant, ainsi que les travaux d'agencement de l'étage. L'un ne pouvant être conçu sans l'autre. Il en découle le plan de financement qui est actualisé suivant. Études opérationnelles, 102 000 € hors taxe. Travaux, 2 142 897 € hors taxe. Frais de gestion opérationnelle, 67 500 € hors taxe. Total de dépenses, 1 328 387 € hors taxe. Ainsi, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération PLP 23-12-97, réhabilitation de l'ancien pays agricole, considérant le pré-dépôt du dossier en date du 15 février 2024, considérant la pré-instruction, la réorientation vers le fédéral de nouveau positionnement stratégique, le conseil municipal est invité, après échange de débat, à autoriser M. le maire à solliciter la mesure TEA 1.1.3 du programme fédéral accompagnement aux investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement supérieur public directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche. Valider le plan de financement suivant. Études opérationnelles, 102 000 € hors taxe. Travaux, 1 142 887 € hors taxe. Frais de gestion opérationnelle, 67 500 € hors taxe. Total dépense, 1 322 387 € hors taxe. UDR, 60%, soit 793 432 € hors taxe. La commune, à 20%, soit 528 955 € hors taxe. Inscrire les dépenses et les recettes afférentes au budget prévisionnel 2026. Je vous remercie de votre attention. Ok, vous comprenez que bien qu'on ne pourrait pas attendre parce qu'il y a chaque communauté cohabitante. Alors, moi, c'était qualité de communauté, comme également. Comme le sud-bastien, qui peut utiliser les cohabitants. Ça a été des droiteurs. Et comme vous ne pouvez pas c'est depuis 2024 que vous avez dit là, eh bien, nous changeons de mesure. Parce qu'ils ensemble à 4-5 et nous va expliquer des moments suivants. Alors,
C'est pour ça qu'on fait passer sur un peu sur eux. Question, remarque, observation. À nous, je rappelle quand même que nous avons vu avec la communauté du Nord-Ouest. Au départ, on était d'accord. Mais avec le remontant là, il dit voilà. Il va d'accord. Puisque 3 millions, ça peut plus. Il y a plus à piste. Mais, bon, c'est vrai que Maïgala, on ne parle que d'utiliser 3 millions. Du coup, on fait la base. Le Sud-Est, c'était pareil. Mais, vous pouvez attendre. Question, remarque, observation. Le bon vol, qui s'abstient, qui vote contre, va dire à l'unanimité. Tomé. L'énergie. Bonsoir à tous. Réorientation du plan de financement des opérations suivantes. La réhabilitation de l'ancien foyer rural pour unifier le centre technique municipal et un espace mutualisé. Dans sa séance du 10 octobre 2024, le conseil municipal avait validé le montage du centre technique municipal. Il s'agissait de réhabiliter le foyer rural de Port-Louis pour le faire muter en centre technique municipal. Pour rappel, l'urgence de disposer d'un CTM intégrant des locaux adaptés aux activités et personnels techniques, des ateliers, un garage, un magasin a déjà fait l'objet d'une programmation. La réhabilitation de l'ancien foyer pour le transformer en CTM permettait d'éviter que cet espace quasi à l'abandon ne devienne une friche urbaine. Il s'agit aussi de sécuriser le bâtiment en le mettant aux normes tout en répondant à des besoins cruciaux. Se fondant sur la loi ZAN, qui favorise la rénovation urbaine de la régénération de la ville sur la ville et de la densification des espaces urbains, le plan de financement validé par le conseil municipal en 2024 reposait sur une demande de financement au titre à la mesure PA 5.5.1.4 réhabilitation physique et sécurité des espaces publics du programme FEDER suivant les caractéristiques ci-après. Donc pour la part FEDER 85%, 2 860 250. Pour la part maître d'ouvrage 15%, 504 750, pour un montant total hors taxe de 3 365 000. Cependant, la stratégie mise en place pour la gestion des financements européens par le service gestionnaire, l'axe 5 du FEDER prévoit en réserve de 3 millions d'euros par communauté d'agglomération, les projets prioritaires ayant d'ores et déjà été retenus à l'échelle de l'agglomération du Nord-Ouest. Nous conduit à revoir notre axe de financement en privilégiant notre axe et de nouvelles mesures. D'une part, notre dossier ayant été récépissé de dépôt de l'emploi, nos dépenses sont d'ores et déjà potentiellement éligibles. L'appel d'offres a d'ailleurs été lancé et les travaux sont en cours. D'autre part, à la suite des résultats des appels d'offres, il est opportun d'actualiser les montants des dépenses en y introduisant notamment la réalisation d'un hangar de près de 600 mètres carrés. Se conférer au bilan financier joint. Au regard des options stratégiques de la nouvelle programmation, il est proposé le montage suivant. En 1, mobilisation du FEDER sur la mesure 7305, amélioration des services de base et infrastructures dans les zones rurales. Axe, permettre l'offre de prestations dans des espaces mutualisés, maisons, espaces d'accueil pour les associations, espaces de services, d'accompagnement administratif, social, numérique, bureautique et de proximité aux particuliers et aux entreprises pour les travaux de confortement de viabilisation du bâtiment existant, d'agencement de l'espace de service mutualisé à l'état. En 2, mobilisation du FEDER sur la mesure PA 2222-1, énergie renouvelable, énergie solaire, entre parenthèses, pour la création à travers la toiture du hangar de rangement du matériel d'une ferme photovoltaïque urbaine de production d'énergie solaire développant une capacité d'environ 60 kW, permettant une autonomie énergétique de l'équipement ainsi que la revente du surplus produit à EDF. En 3, prise en compte dans les fonds propres de la commune des travaux. 2, l'agencement de bureaux de services communaux au rez-de-chaussée du bâtiment, les travaux de clos et l'aménagement du hangar.
Le coût des dépenses actualisées en phase projet pour la réalisation des espaces mutualisés est le suivant. Étude opérationnelle, 261 050. Travaux, 2 814 000. Frais de gestion opérationnelle, 82 500. Le tout étant de 3 157 550 hors taxe. Le coût des dépenses en phase projet pour la ferme photovoltaïque urbaine sur la toiture du hangar est le suivant. Étude opérationnelle, 7 500 €. Travaux, 1 million d'euros. Frais de gestion opérationnelle, 39 000 €. Pour un montant total de 1 136 500 hors taxe. Le coût des dépenses en phase projet pour les travaux d'agencement du CTM, étude opérationnelle, 3 115 €. Travaux, 808 200. Et frais de gestion opérationnelle, 41 277 en total de 932 592 hors taxe. Donc là, on est à un premier vote. Ainsi, s'agissant de l'espace service mutualisé qui comprend le confortement et la viabilisation du bâtiment existant, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la déclaration PLV 23/12/97C, réhabilitation de l'ancien crédit agricole, considérant le pré-dépôt du dossier en date du 15 février 2024, considérant la préinscription, la réorientation vers le FEDER et le nouveau positionnement stratégique, le conseil municipal est invité, après échange de débat, à autoriser M. le maire à solliciter le FEDER pour la réalisation du projet du pôle culturel, axe 73.05, 73.05, deux fois. Amélioration des services de base et infrastructures dans les zones rurales, axe maison et espaces d'accueil pour les associations, espaces de services d'accompagnement administratif, social, numérique, bureautique, de proximité aux particuliers et aux entreprises, taux maximum FEDER de 85%, taux maximum d'aide publique 100%. Autoriser M. le maire à solliciter les autres partenaires financiers publics, valider le plan de financement suivant, étude opérationnelle 261 050, travaux 2 814 000, frais de gestion opérationnelle 82 500, pour un montant total de 3 157 550, donc FEDER plus les autres partenaires publics 100%, soit 3 157 550. Ok, je rappelle que l'éclairage public seulement nous coûte 2 millions par an. Avec les tickets, les énergies renouvelables, comme nous prioriser. Et dans le stade, comme on va avoir à réaliser le parking, et nous devons raquettes, là aussi, il faut nous mettre des panneaux solaires aller pour diminuer facturation électricité. Question, repas, observation. Bon, s'il n'y a pas qui s'abstient, qui répond, valider à l'unanimité. Enseigne le pôle culturel. Allez, c'est pas fini. Alors maintenant, le second vote, on a le second vote là pour s'agissant de la toiture du hangar. Tu vois, c'est 20 000. Ok. La réhabilitation de l'ancien collège phase 2 pour loger notamment le centre culturel Est 13 du projet global de finance de la salle, le quartier culturel créatif. Dans sa séance de l'an 2024, le 10 octobre, le conseil municipal avait validé pôle culturel phase 2, opération d'achèvement des travaux du centre culturel de Port. Pour rappel, le pôle culturel, tel que prévu entre 2005 et 2006, était constitué d'un centre culturel et de la bibliothèque de proximité, programmés chacun dans un des bâtiments de l'ancien collège des filles et collège des garçons, conçus par l'architecte à l'étude aux environs de 1934.
Les deux espaces étant reliés par une zone de transition actuellement occupée par un parking. En 2021, la nouvelle municipalité décide d'une part de relancer la phase de réhabilitation correspondant au centre culturel et d'autre part d'ouvrir la réflexion sur un pôle culturel éclaté à l'échelle du groupe de Port. Le centre culturel se veut un lieu de culture, d'animation, de partage, de convivialité et d'échange. En 2025, elle a donc inscrit ce projet dans un cadre plus large, le quartier culturel créatif, UCC, du centre-bourg intégrant une valorisation de l'espace de transition en termes de lieu d'activité. Le plan de financement validé par le conseil municipal en 2024 reposait sur une demande de financement au titre de la mesure TA 5.5.1 protection, développement et promotion de patrimoine culturel et de services culturels du programme opérationnel FEDER, suivant le canevas ci-après. Total dépense 4 209 160 €,55. FEDER 85%, 3 577 786,40 €. Le maître d'ouvrage 15%, 631 374 €, 53%. Cependant, la stratégie mise en place pour la gestion des financements européens par le service gestionnaire, l'axe 5, FEDER prévoit 3 millions € par communauté d'intercommunication. Les projets prioritaires ayant d'ores et déjà été retenus à l'échelle de la génération gouvernementale nous conduit à revoir le cadre de financement en privilégiant en autre axe de nouvelles mesures. D'une part, notre dossier ayant été déposé ici le niveau 203, les dépenses sont d'ores et déjà potentiellement éligibles. L'appel d'offres a d'ailleurs été lancé et les travaux sont en cours. D'autre part, à la suite des résultats des appels d'offres, il est opportun d'actualiser les montants des dépenses, de comparer au bilan financier joint. Au regard des options stratégiques de la nouvelle programmation, il est proposé le montage suivant. Premièrement, mobilisation du PADR sur la mesure 73.05-73.05, amélioration des services de base et infrastructures dans les zones rurales. Acte, développer les lieux de vie récréatifs, culturels, intergénérationnels, sécurisés. Pour la réalisation du pôle culturel, le taux d'aide publique peut être de 100% suite à l'appel à projet du conseil régional. Deuxième point, mobilisation du FEDER sur la mesure TA 2.2.2.1, énergie renouvelable. Énergie solaire pour le traitement de l'espace de transition entre le pôle culturel et la bibliothèque, sous la médiathèque, oui, sous la forme du ferme photovoltaïque ou bête de production d'énergie solaire. Cet équipement pourra développer une capacité d'environ 80 kVA, permettant une autonomie énergétique des deux équipements médiathèques et centres culturels, ainsi que la revente du surplus produit à EDF. Le coût des dépenses actualisées en phase projet est le suivant pour le pôle culturel. Études opérationnelles, 258 059 €. Hors taxe, travaux, 2 475 740 € hors taxe. Frais de gestion opérationnelle, 45 000 € hors taxe. Total des dépenses, 2 778 799,20 € hors taxe. Le coût des dépenses en phase projet pour la ferme photovoltaïque nouvelle est le suivant. Études opérationnelles 196 059 hors taxe. Travaux 2 75 740 € hors taxe. Frais de gestion opérationnelle 42 060 € hors taxe. Total des dépenses 2 313 860 € 20 centimes hors taxe. Question, remarque, observation. Alors, André Pibativa, il y a un espace qui a été marqué.
là aussi, il peut utiliser pour des expressions culturelles en dehors de Paris. Et en Hawaï, on fait une photo de la photovoltaïque et puis servir qui la pédiatrie, qui l'espace culturel. Alors, question, remarque, observation. Badi, on passe au bras, Isaac Ciel, Marc et Jacques, sur nos villages, vous pouvez dire. Isaac Ciel, ils vont voter à l'unanimité, à l'aide de tout. Bien. Bonsoir tout le monde. Les concessions partielles, les concessions funéraires à la requête de Madame Nelly Dufay. En application de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leur cimetière. Il appartient à la commune de fixer la répartition entre concession et emplacement non concédé. Une concession funéraire est, en principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat de vente pour le restation chez civil 1967, dame du Pessoir, Monasté, Guérin. Seul le titulaire d'une concession peut renoncer au profit de la commune à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d'une partie du coût payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalqué de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d'action sociale qui correspond en règle générale à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par la jurisprudence pour la concession Chambre des requêtes 16 juillet 1912. Si la reposition à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder à nouveau la concession que si elle est vide de tout corps, c'est le 30 mai 1862 la commune. L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision ERAI du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits sur ce contrat, mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie. Néanmoins, le conseil municipal ou le maire, lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal à l'application de l'article L. du Code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de concession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles. La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Ainsi, conformément à la réglementation funéraire en vigueur, le conseil municipal est sollicité à se prononcer sur l'opportunité ou non d'accepter la rétrocession partielle d'une concession funéraire sollicitée par le concessionnaire de son vivant. En effet, Madame Dufay, titulaire d'une concession funéraire perpétuelle délivrée le 4 juillet 2006, ouvrant l'emplacement numéro C.8.17 d'une surface de 13 mètres carrés français, située dans le cimetière du Souffleur, commune de Port-Louis, ne s'occupe à ce jour
n'occupe à ce jour que 3,59 m². Ça veut dire 1,33 m² sur 2,70 m². En conséquence, au courrier du 10 février 2026, Mme Dufay sollicite à titre gracieux la rétrocession de 9,76 m² de la concession funéraire initialement accordée le 4 juillet 2006. C'est pourquoi, en application de la réglementation funéraire en vigueur, il est demandé au Conseil municipal d'accepter la rétrocession partielle de la concession funéraire à titre gracieux, sollicité par Mme Niévé Dufay, et d'autoriser le maire à établir la rédaction de nouvelles actes de concession conformes aux dimensions réellement occupées sur le terrain par la tombe numéro C.8.17. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de valider la rétrocession partielle de la concession funéraire à titre gracieux, sollicité par Mme Niévé Dufay. D'autoriser M. le maire à établir la rédaction de nouvelles actes de concession funéraire précisant les dimensions réellement occupées sur le terrain par la tombe C.8.17 correspondant à une surface de 3,59 m², à savoir 1,3 m² sur 2,70 m². Ok. Mais la validation définitive ne peut pas avoir lieu que lorsque le verset 2, en fait, le comptable du trésor public a signé. Il faut obligé faire ce terrain et c'est les bonnes qu'elle doit valider. Mais nous pouvons parler de tout. Alors, on a question observation. Si pas dit, qui s'abstiennent, qui votent contre, va être à l'unanimité. Balou. Bonsoir tout le monde. Dans le cadre de l'accord signé avec les organisations syndicales visant à augmenter le taux horaire des agents qui sont normalement demandés par la retraite pour les passer à temps complet, il est proposé au conseil municipal la création d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet et par voie de conséquence la mise à jour du tableau des effectifs budgétaires, ainsi que le code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 notifié portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, notamment l'article 34, de le tableau des effectifs budgétaires, considérant les engagements pris par le maire, le conseil municipal est invité, après échange du débat, à autoriser M. le maire à créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet. Je notifie en conséquence le tableau des effectifs cialisés. Ok. Il s'agit de, disons, Yvon Poulain. Yvon Poulain, même l'âge, il a avec les autres temps, et ça faudrait être à partir de jeu, pour des raisons budgétaires. Il s'abstient, il vote contre, validé à l'unanimité. Les financiers, alors, nous présentons les financiers, mais comme ça, aller dire le conjugué. Et que là, il faut parler au niveau de la trésorerie générale. Alors, on parle de marché de prévu. L'état financier de la commune au 31 décembre 2025. L'état financier de la commune pour l'année 2025 est présenté. Comptabilisation. C'est l'état financier. Comptabilisation. Dans un contexte particulier, celui de la transition vers le compte financier unique et de départ obligatoire dès 2026. Ce document permettra de regrouper de simplifier les informations budgétaires, mais avant sa mise en œuvre, il est important de partager les résultats de l'exercice écoulé. De fonctionnement en excédent significatif. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à un peu plus de 10 millions d'euros, tandis que les recettes atteignent 12 millions 47 €. Le résultat de fonctionnement présent ainsi est l'excédent de 2 165 929 €. Signe d'une gestion rigoureuse, malgré un contexte économique
marquée par l'inflation et l'augmentation des charges incompressibles. Un investissement, donc des projets structurants pour l'avenir. Les dépenses d'investissement atteignent 5,46 millions en 2025. Elles concernent notamment la poursuite du pôle culturel, la réhabilitation du foyer rural en centre technique municipal, les opérations liées à la CIMAD, les travaux de voirie et divers équipements. Les recettes d'investissement s'élèvent à 4,59 millions. Une fois intégré les restes à réaliser, le résultat global d'investissement ressort à moins 871 7,76 €, ce qui reflète l'ampleur des projets engagés et leur étalement dans le temps. Ce déficit n'est pas un signe de fragilité, mais la dynamique d'investissement de la commune qui prépare l'avenir tout en améliorant le cadre de vie des habitants. Nous clôturons notre mandature avec un résultat global excédentaire de plus de 1,2 millions. En conclusion, l'année 2025 confirme la solidité financière de Port-Louis. La commune poursuit ses projets ambitieux tout en maintenant un équilibre budgétaire sain au service du développement du territoire et du bien-être de ses habitants. Ok. On a déjà au travers du modernisation lorsque la théorie est parlée. Toujours est-il que s'agissant de la RH, je rappelle en fait que c'est le protocole journalistique qu'on a vu avec la CEPAC, la RH nécessite 2 millions d'euros. Mais, l'État met à disposition à la CEPAC le foncier pour la main. Alors, pas l'État, mais c'était 2 millions pour le cas AMH. Et du coup, mais on veut voir. Ok, question suivante. Ou diverses questions. Si pas diverses questions,